sur cette histoire de désessentialiser. Est-ce que tu pourrais... Je pense, enfin, tout à fait comme toi, je pense que c'est vraiment lié à la façon, pour dire les choses très sommairement et très généralement, à la façon dont se représente le mode d'inscription de l'art dans l'espace public. Je viens de dire à quel point justement on a affaire à un art qui assume cette inscription au-delà des modes restreints sous lesquels il s'effectue, généralement, peut-être plus particulièrement en Europe, mais enfin, pas besoin de faire cette comparaison. Il y va en effet, à travers ce mode d'existence publique, ce mode d'insertion publique de l'art dans un espace social, pas seulement, si vous voulez, d'un mode d'existence qui pourrait être variable, mais qui reconduirait à chaque fois à quelque chose qui pourrait représenter une essence, l'essence de l'art. Non, pas du tout. C'est-à-dire que là, l'essence, elle se déploie dans ses modalités. Et du coup, l'idée même d'un essentialisme esthétique est complètement problématisée, et pour ne pas dire liquidée. Alors, simplement, si l'on veut vraiment s'en rendre compte, je crois qu'il faut penser à la façon dont nous avons bien souvent l'habitude, en particulier en philosophie, de réfléchir sur l'art. Je pourrais presque dire de penser l'art, mais je n'aime pas trop ce genre d'expression. Je pourrais vous en donner des exemples. J'ai des auteurs, je pourrais presque dire fameux au sens de célèbres, qui, dans tout ce qu'ils écrivent sur l'art, viennent en quelque sorte consacrer, renforcer, conforter une sorte de scission, de démarcation entre ce qui appartient à l'art et le reste. Et le reste, c'est généralement précisément ce qui possède une existence sociale. Je serais presque soumis à des textes, je suis presque tenté de vous en lire, de vous en lire quelques-uns. Je suis en train de penser en particulier à une inspiration qui a fortement marqué les réflexions philosophiques sur l'art en France, j'allais dire en Europe, mais plus particulièrement en France, celle qui vient de Heidegger. Quand vous lisez Heidegger, et quand vous lisez d'autres auteurs qui appartiennent à cette famille, je dirais, vous apercevez tout de suite que l'art, au lieu d'être resitué là où il vient naturellement prendre sa place, c'est-à-dire dans un espace social, est au contraire soustrait à l'espace social, pour devenir l'enjeu d'une sorte de vérité ou de destin qu'on comprend mal, mais qui est supposé éclairer, dans une forme de clair-obscur typiquement heideggerienne d'ailleurs, éclairer notre destin. Je vais vous en dire, après tout, je vous en suis un exemple, parce que je suis très des textes, j'avais le sentiment qu'on parlerait un petit peu de ça. Et je vais vous donner deux exemples, je ne citerai pas les auteurs, par charité. Excusez-moi une seconde. Bon, sur un mode un petit peu méprisant. Donc ça ne sera pas direct, vous voyez. Les œuvres d'art, nous les trouvons devant nous, dans des collections et des expositions. Elles y ont été mises à l'abri. Je vois un petit peu ce que nous disions, mais vous voyez, vous allez voir sur un mode qui n'est pas tout à fait le même. Nous en trouvons aussi sur des places publiques et dans des demeures privées. Elles y ont été disposées. Ces œuvres sont intelligibles. La recherche en histoire de l'art détermine leur provenance et leur appartenance. Des connaisseurs, des critiques d'art en décrivent le contenu et les qualités. Ainsi, les œuvres, telles qu'elles sont en soi, sont-elles rendues accessibles à la jouissance collective et individuelle de l'art. Les institutions officielles assument la charge d'entretenir et de conserver les œuvres, tandis que le commerce de l'art s'occupe de leur marché. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que combien ceci est écrit avec distance, combien, il s'agit d'un texte de Heidegger, je peux le dire, combien ce texte, vous voyez, vise finalement à mettre à distance de l'essentiel, justement, tout ce qui concerne la préoccupation publique autour des œuvres. Je vais vous citer un autre texte, qui n'est pas de Heidegger, celui-là, qui est d'un auteur beaucoup plus récent, sur un mode qui est celui alors d'une dramatisation de ce qui a été ainsi soustrait à l'espace public.
L'art s'impose en notre temps un geste sévère, une démarche pénible vers sa propre essence devenue énigme, énigme manifeste de son propre vestige. Ce n'est pas la première fois. Peut-être toute l'histoire de l'art est-elle faite de ces tensions et de ces torsions vers sa propre énigme. Tensions et torsions sont aujourd'hui à leur comble. C'est peut-être une apparence, c'est peut-être aussi la concentration des événements en marche depuis au moins 2 siècles, depuis les débuts de l'Occident. Ce genre de propos, où l'essence de l'art devient énigme, et énigme depuis l'aurore des temps, constitue pour moi un exemple type de la façon dont l'art est soustrait à l'espace public. Et c'est la plupart du temps ainsi, je pense. Oui, c'est ça qui est important, je crois, ici. Hein. C'est pas de faire le procès de Heidegger, il s'en fout, et nous aussi d'une certaine manière. Non, c'est l'attitude. C'est ça. Mais ce qui est important, c'est de voir comment ça nous structure et comment cette logique de l'art pensé par un principe supérieur, qui fait, et que vous le voyez venir avec les gros sabots de la question de l'énigme, par exemple. Et ça, c'est vraiment pour moi une rage ancienne de voir ces moments où des critiques, quelquefois des plus dignes, peuvent arriver au bout de leur truc, peuvent arriver au bout de leur position et dire là, commence une espèce de terrain incognita, c'est un territoire. C'est quoi? C'est un territoire sacré, simplement. Hein, parce que ceux qui se jouent pour matérialiser autrement cette image-là, la pensée qui voit du sujet de l'objet dans cette frontalité, c'est une pensée qui marche effectivement sur des principes d'essence, sur des principes supérieurs, qui est une pensée verticale. Là où, bien plus, on pourrait dire que la pensée américaine, on pourra même élargir cette question-là, est une pensée horizontale. C'est-à-dire que fondamentalement, elle a quelque chose à voir avec le territoire réel, d'où, et je crois qu'on peut vraiment relire pas mal de choses de leur art, par exemple, à partir de cette logique-là, de cette vraie logique de la conquête du territoire, mais aussi du paysage. Et par exemple, je sais que tu travailles sur cette question du paysage dans la peinture. Ça commence bien avant leur art, cette question d'une manière d'occuper le territoire. Mais je pense que ça commence précisément avec les auteurs dont nous parlions tout à l'heure, Whitman, Thoreau, et également alors avec des peintres qui sont des peintres de paysage. Il y a un moment, si vous voulez, où le paysage apparaît dans la peinture américaine, et ce moment coïncide avec celui où écrivent des gens comme Whitman, Emerson, Thoreau. C'est le moment également historiquement d'une sorte de période de croissance économique assez important. La démocratie américaine existe, et à ce moment-là, quelque chose apparaît dans l'art qui est le paysage à l'américaine. Et c'est quelque chose qui est très étroitement lié, en effet, à un sens de la géographie, un sens du territoire, si l'on veut, qui est, à mon sens, alors là je vais un peu vite, mais qui est un élément important de la conscience nationale. C'est que l'identité américaine, elle passe par un rapport à l'espace. Là où ça se conçoit assez bien. Voilà. Et ça se conçoit d'autant mieux qu'au fond, ce que les Américains possèdent en commun, c'est un espace. Ce n'est pas une identité nationale qui passerait par le sang, c'est un espace. Et le rapport à l'espace, en particulier dans l'art, et l'art joue un rôle important de ce point de vue-là. Le rapport à l'espace est tout à fait